Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle justement je voulais aborder cette thématique qui revient souvent justement, notamment dans les salles de musculation, c'est comment s'entraîner pour construire de la masse musculaire, comment s'entraîner pour faire du muscle. Alors on va évoquer les différents points qui régulent un petit peu la construction de vos séances et de vos programmes d'entraînement qui vous sont personnels. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs mythes qui vont s'effondrer et que finalement c'est pas si compliqué de faire du muscle. Mais par contre, ça va vous demander de la patience. Alors, dans un premier temps, on va parler de la charge d'entraînement, donc la charge en termes de masse que vous allez déplacer. Lors de vos séances, vous utilisez des charges différentes et en fonction de ces charges-là, vous allez pouvoir faire un certain nombre de répétitions. Bon, eh bien, c'est cette charge-là qui va contraindre votre masse musculaire, qui va contraindre la fibre musculaire et qui va occasionner des lésions en fonction de l'intensité de votre série. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire très peu de répétitions si vous mettez du lourd, aussi bien que vous allez faire beaucoup de répétitions si vous mettez du léger. Donc, c'est la charge utilisée qui aura des conséquences en fonction de comment vous allez l'exploiter. Donc ça, c'est vraiment un premier point, c'est la charge utilisée pour exécuter votre mouvement. Ensuite, il va y avoir le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, ça va être le nombre de séries et du coup qui est régi par le nombre également d'exercices que vous aurez choisi, que va vivre votre groupe musculaire justement au cours de votre semaine. Donc, il a été évoqué, on sort des données scientifiques que la fourchette entre 10 et 20 séries est suffisante pour justement solliciter de manière suffisante un groupe musculaire. Par contre, bien évidemment, plus on va avoir d'années d'entraînement, plus on va avoir d'expérience, plus le volume aura tendance à demander à être augmenté. C'est pour ça que dans un premier temps, lorsque l'on débute, une dizaine de séries par groupe musculaire sur la semaine, c'est une très bonne base. Sachant qu'il faut quand même toujours pensez à écouter son corps. Donc, si vous sentez que ça fatigue, ça ne sert à rien de surenchérir. Idem pour ceux qui ont justement cette expérience de l'entraînement. D'ailleurs, ce sont ces personnes-là qui auront plus de facilité à écouter leur corps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fréquence d'entraînement. Donc, la fréquence d'entraînement, ça va être le nombre d'entraînements que vous allez établir sur une semaine et qui va solliciter un groupe musculaire en question. Donc, est-ce qu'il vaut mieux détruire un groupe musculaire une bonne fois pour toutes, une fois dans la semaine et y revenir 7 à 8 jours plus tard? Ou au contraire, vaut-il mieux le solliciter un petit peu moins, mais de manière plus régulière, c'est-à-dire 2 à 3 fois dans la semaine? Eh bien, la logique, si on suit un petit peu les données scientifiques et tout ce qui est phénomène de surcompensation, voudrait justement que pour optimiser le développement d'un groupe musculaire, on le sollicite de manière plus régulière, c'est-à-dire 2 à 3 fois dans la semaine. Et finalement, ça va répondre à certaines questions, comme celle des courbatures. Souvent, quand on fait un split où on détruit le groupe musculaire sur une séance et on y revient la semaine d'après, on a de grosses courbatures. En général, ça dépend un petit peu des personnes, des groupes musculaires et de l'expérience, mais on a de grosses courbatures qui s'estompent au fil de la semaine et au bout d'une semaine, on recrée un gros traumatisme. Et finalement, cette intensité de courbature-là, elle diminue jamais vraiment. Alors que si vous observez les gens qui s'entraînent de manière régulière, 2 à 3 fois par semaine, eh ben, elles vont noter un niveau de courbature moindre, mais par contre leur développement musculaire a tendance à être plus rapide. Ensuite, on va parler de l'entraînement jusqu'à l'échec. Faut-il faire ces séries jusqu'à l'échec musculaire ou pas? Alors attention, moi je vais parler de deux types d'échecs. Je vais parler de l'échec musculaire, mais de l'échec mécanique ou plutôt postural. Bien évidemment, en fait, la différence elle est assez simple. On va arriver à l'échec musculaire après l'échec postural. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement, au bout d'un moment, dans sa série, il va avoir tendance à se dégrader. Donc, on est sur l'échec mécanique. Donc, le mouvement, il est vraiment plus très bien exécuté, mais on continue quand même. On essaie de surenchérir, c'est pas grave, on contracte la fibre musculaire, on se dit que c'est bien quand même, et on triche, et on triche, et on triche. Et on arrive vraiment à l'échec musculaire. Alors moi, je vous invite définitivement à oublier l'échec mécanique. Donc, dès que vous y arrivez, stop. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc, fiez-vous à cet échec-là. D'accord? Donc, quand vous visez un échec, dès que vous sentez que le fait d'être en échec musculaire ciblé
va engendrer une déformation de votre mouvement, on arrête là, ça ne sert à rien. Par contre, le sujet principal de cette thématique d'échec, c'est le suivant, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller à l'échec ou pas? Je vous conseille de le faire, mais pas tout le temps. Pas tout le temps et pas forcément sur les gros mouvements. Lorsque vous êtes sur de l'isolation, c'est intéressant. Par contre, si vous allez à l'échec sur des squats, des soulevés de terre ou autre, c'est tellement exigeant comme mouvement qu'on a vite fait de faire une erreur. Et pour quel gain? Ben, franchement, ça en vaut pas le coup. Donc, faites-le, ça peut être bien. De toute façon, ça va aussi vous apprendre à repousser vos limites. Et il y a aussi des données qui vont dans le sens où on peut avoir les mêmes gains musculaires entre des personnes qui vont mettre lourd, c'est-à-dire qui vont travailler sur des séries de 6 à 8 répétitions bien exécutées avec 2 à 3 répétitions de réserve sur la fin, c'est-à-dire qui ne les réalisent pas, et un groupe qui va utiliser une charge qui va lui permettre d'exécuter 20 à 30 répétitions en allant à l'échec. Eh bien, ces deux groupes-là ont des gains significatifs. Donc, ne vous prenez pas non plus trop la tête à vouloir tout le temps mettre lourd et tout le temps aller à l'échec non plus. Pourquoi? Parce qu'au niveau nerveux, c'est très exigeant. Vous avez la fatigue musculaire, mais vous avez aussi la fatigue nerveuse. Donc, faites bien attention, n'allez pas à l'échec sur toutes vos séries, sur tous les exercices. Des fois, on a tendance à le faire. Moi, le premier, je l'ai fait. J'ai fait ce genre d'erreur. Je me suis jamais blessé, tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que quand je faisais mes séances où j'étais souvent à l'échec, j'avais un épuisement nerveux qui était énorme. Après ma séance, j'avais besoin de dormir. Je mettais du temps à récupérer, beaucoup plus de temps qu'après une séance où je vais travailler de manière un petit peu plus basique sans aller à l'échec, pardon. Et je récupérais beaucoup plus vite. Et finalement, à la fin, est-ce qu'on a des gains supérieurs? Pas forcément. Mais c'est une méthode de travail. La période de récupération, le temps de repos entre les séries, 1 minute, 30 secondes, 1 minute 30, 2 minutes, en fait on ne sait jamais vraiment. Bon, il y a une donnée qui est réelle, hein, c'est que dans vos fibres musculaires, vous avez une énergie, vous avez ce qu'on appelle de la créatine phosphate. C'est une source énergétique qui est utilisée sur les premières secondes sur des efforts courts si vous voulez. Et c'est ce qu'on a en musculation, efforts courts et intenses. Bon, eh bien, ces réserves de créatine phosphate, il faut savoir qu'après une série, elles se renouvellent ces réserves. Et en général, selon le niveau d'entraînement, c'est toujours pareil, on observe que les réserves de créatine phosphate se reconstruisent à un niveau de 80% au bout de 2 minutes de récupération. Donc c'est pour cela que même si ça peut être dérangeant pour certains, un temps de repos optimal va être aux alentours de 2 minutes 30 à 3 minutes. Au moins là, vous êtes sûr d'avoir bien récupéré et vous pouvez reproduire quasiment la même intensité d'effort derrière. Bien évidemment, il y a la fatigue nerveuse qui s'accumule au fur et à mesure de la séance, mais ça c'est normal. Donc, j'en reviens au temps de repos. Selon votre niveau d'entraînement, si vous êtes quelqu'un d'expérimenté, vous allez facilement récupérer au bout d'1 minute à 1 minute 30. Ça dépend des gens. Pensez bien à optimiser justement ces moments de repos. C'est ce qui va faire que votre séance va être efficace. Voilà pour le temps de récupération. Maintenant, sixième item, ça va être la sélection des exercices. Vaut-il mieux faire des exercices vraiment ciblés, donc on va dire isolation, ou des exercices composés, c'est-à-dire polyarticulaires? Quand on est sur un objectif de développement musculaire, l'idée en fait de vos séances va être de solliciter au maximum finalement votre musculature globale pour favoriser son développement global. Et c'est justement grâce aux exercices composés qu'on a souvent tendance à mettre de côté qu'on va avoir justement de meilleurs résultats en termes de développement musculaire. Donc la base finalement d'un entraînement de ce type, ça va être de retrouver à chaque entraînement un exercice au moins polyarticulaire, un gros mouvement, squat, soulevé de terre, qui va vous permettre donc dans un premier temps de solliciter l'entièreté de votre masse musculaire. Et ensuite, vous allez pouvoir y accrocher d'autres mouvements un peu plus analytiques, mais qui vous permettent de cibler finalement le travail sur des groupes musculaires bien précis. Mais n'oubliez pas l'importance des mouvements composés, donc des mouvements polyarticulaires. C'est vraiment très important de les placer dans vos entraînements.
7e point, le tempo. Alors le tempo, c'est encore un peu vague, c'est pas bien utilisé par tout le monde, on le déforme un petit peu, on l'assaisonne un peu, on le met en place un petit peu à sa sauce, moi le premier. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le tempo, c'est le découpage d'un mouvement en 4 étapes. Quand vous faites un mouvement, vous avez 4 temps. Exemple au squat. Au squat, je suis en position de départ, je suis debout, la barre sur les épaules. C'est ma position de départ. La première étape du mouvement, ça va être la descente. Étape 1. Et je vais la réaliser en un temps déterminé. C'est moi qui vais choisir en combien de temps je vais descendre. Étape numéro 1. Quand je vais arriver en bas, à un moment donné, il faut bien que je remonte. Donc la transition entre le point mort bas et la remontée, c'est ce qu'on appelle donc le deuxième temps. D'accord? C'est la transition point mort bas, montée. Je remonte, c'est la 3e étape. Et quand j'arrive en haut, c'est ma 4e étape, c'est la transition entre le point mort haut et le fait de repartir. Donc un tempo, il est décomposé en 4 points. Et ces 4 points-là, j'en fais ce que je veux. Mais le tempo optimal, d'après les données scientifiques, serait que la phase excentrique, donc la phase d'allongement du muscle, se réalise aux alentours de 2 à 6 temps. Donc en général, pour simplifier les choses, on est sur du 2 à 6 secondes. Par contre, les phases positives, je vais par exemple prendre les travaux de Brad Schoenfeld, désolé pour la prononciation, on va souvent être, et c'est plus conseillé, d'avoir une phase concentrique, donc raccourcissement du muscle, dite explosive. C'est là-dessus, c'est à ce moment-là où on va pouvoir aussi endommager davantage la fibre musculaire. À savoir que si vous voulez revenir sur le travail excentrique de manière plus précise, parce qu'il faut savoir qu'en excentrique, le muscle est plus fort, la force excentrique est supérieure à la force concentrique. Pour optimiser un travail concentrique, en général, il faut être à plusieurs. C'est pas facile de solliciter une fibre musculaire, un groupe musculaire dans sa phase d'allongement lorsqu'on est sur du tempo. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, en travaillant avec une charge en excentrique, la charge que je vais utiliser en excentrique, je ne suis pas censé savoir l'utiliser en concentrique. Donc quelqu'un qui fait un squat à 100 kg, qui maîtrise sa barre en excentrique et qui la contrôle bien aussi en concentrique, là il y a un petit souci. En fait, l'optimisation de ce mouvement-là, ça se traduirait par une charge très lourde, incapable de remonter en concentrique. Donc pour la phase excentrique, admettons, je me mets 150 kg en excentrique, je fais ma descente en squat et quand je suis en bas, on me décharge et je remonte à 100 kg. Là, on est sur un travail optimal. Mais vous l'avez compris, c'est très difficile à mettre en place, mais super intéressant. Bon, maintenant, ils font des accessoires super intéressants. Vous avez des cloches qui s'attachent aux barres justement et quand la barre touche le sol, les cloches, hop, elles pivotent. Ça décharge un peu la barre et vous pouvez être efficace sur votre phase concentrique. Donc voilà pour ce qui est du tempo, qui est vraiment intéressant à maîtriser et à comprendre. Donc n'hésitez pas justement à m'envoyer des messages à ce sujet-là. C'est une donnée que je contrôle bien, que je maîtrise bien, que j'utilise depuis des années maintenant. Et franchement, c'est super intéressant. Et c'est ce qui va faire évoluer vos entraînements parce que vous allez pouvoir davantage exploiter les mouvements. Et vous verrez ce que vous pourrez en faire, c'est super intéressant. Maintenant, le 8e point, c'est ce qu'on appelle the range of motion. Donc, c'est l'amplitude du mouvement. Vous allez souvent le retrouver des fois sur des sites un peu plus anglicistes, sous l'intitulé ROM, Range of Motion. Et c'est une donnée super importante également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus souvent possible dans vos exercices, utilisez l'amplitude maximale de votre groupe musculaire, de votre fibre musculaire, en fonction de l'angle de travail. Et du coup, en fonction, mais ça on en reviendra plus tard, de la physiologie, de la physionomie, de l'anatomie plutôt, de l'orientation de vos fibres musculaires, parce qu'en fait les fibres musculaires, les groupes musculaires sont composés de fibres orientées dans différents sens. Et là, ça devient plus complexe. On en reviendra dans une autre vidéo parce que là, on parlera d'angle de pénation en fait, des fibres musculaires. C'est l'orientation en fait, de vos fibres. Et en fonction de l'orientation des fibres, il y a des méthodes de travail plus ou moins efficaces.
Donc pour en revenir donc à l'amplitude de mouvement, l'objectif ça va être d'étirer la fibre musculaire au mieux pour la travailler sur son plus grand trajet possible, pour aller finalement l'étirer au max et occasionner un maximum de dégâts sur vos fibres musculaires. Alors je ne vous invite pas à être dans l'amplitude max durant toute votre séance, ça dépend aussi des mouvements, il y a des mouvements qui s'y prêtent plus que d'autres et sur lesquels on va contrôler davantage et maîtriser davantage cette amplitude de travail. Mais veillez de temps en temps et de manière régulière à justement aller solliciter un groupe musculaire dans son amplitude maximale. C'est une donnée intéressante, c'est un point respecté parmi les 8 dont je vous ai évoqué là dans cette vidéo. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser vos entraînements et obtenir et avoir plus de chances de construire de la masse musculaire de manière plus optimale et plus rapidement. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ces 8 points vont pouvoir vous aider à construire justement vos entraînements et votre programme d'entraînement personnalisé. Si vous avez besoin d'éclaircir des points justement à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, on en discutera ensemble et s'il faut, j'élaborerai pour vous votre programme d'entraînement personnalisé et pourquoi pas aller plus loin sur un suivi. En tout cas, ce sera avec plaisir que je travaillerai avec vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, sous le nom TFit Coaching. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce sur la vidéo et à laisser un commentaire juste en dessous, à la partager avec vos amis. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur une autre thématique. Allez, à vos gains! Salut à tous!